Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire pour en apprendre davantage sur la loi 25 et vos obligations, notamment qui portent sur la protection des données personnelles. Je me présente, Francis Bérubé, je suis directeur des affaires provinciales pour le Québec à la FCEI. Je suis accompagné de ma collègue Marc Moya, qui est gestionnaire principal aux ressources aux entreprises. Et notre invitée aujourd'hui, Mme Poitras, qui est présidente de la Commission de l'accès à l'information du Québec. Donc, bienvenue, Mme Poitras. Merci beaucoup Merci. d'être avec nous aujourd'hui. Rapidement, pour le déroulement du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&A juste en bas de l'écran. Puis, à la toute fin, en fait, de la présentation, on va essayer de poser le maximum de questions à notre invité pour essayer de répondre à vos questions. Pour cette période de questions-là, en fait, c'est Marc-Essie, ma collègue, qui va animer cette période de questions. Aussi, à noter, vous allez recevoir le lien du webinaire là, aussi, donc pas nécessaire de prendre en note ce qui est écrit, vous allez avoir le lien suivant la fin du webinaire. Donc, écoutez rapidement, et sans trop attendre, je vais laisser la parole à Mme Poitras et aller directement dans le vif du sujet. Donc, encore merci beaucoup d'être avec nous, Mme Poitras, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette invitation qui me permet d'aborder avec vous cette réforme en matière de protection des renseignements personnels, hein, la fameuse loi 25. Il s'agit d'une réforme importante et je sais, costaude, qu'on se le dise. Alors, on va essayer de clarifier tout ça dans la prochaine heure. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce que je vous propose justement dans l'heure que nous avons ensemble aujourd'hui, c'est premièrement d'aborder très brièvement c'est quoi la protection des renseignements personnels. Puis je vais y référer possiblement au cours de la présentation comme la PRP, en utilisant donc cet acronyme-là. Et on va regarder rapidement qu'est-ce que ça vise la réforme pro. C'est quoi les objectifs qu'on veut atteindre en modifiant substantiellement ces lois sur la protection des renseignements personnels. Ensuite, je vais faire un survol des principales nouvelles mesures de la réforme. Je dis principales. La plupart, je vous dirais, il y en a peut-être que je vais passer plus rapidement parce qu'ils sont moins susceptibles de s'appliquer au type d'entreprise qui est présente aujourd'hui. Mais il faut savoir que la loi 25, c'est 175 articles, puis ça modifie une vingtaine de lois. Donc, c'est vraiment, on aborde l'essentiel aujourd'hui. Je vais aussi vous proposer des pistes d'action pour vous accompagner dans la mise en œuvre de la réforme. Et je vais terminer avec quelques mots sur les nouveaux pouvoirs accordés à la Commission et les sanctions dissuasives qui ont été adoptées, dont tout le monde a entendu parler, j'en suis certaine. Mais je vais surtout parler de l'approche de la Commission face à cette réforme. Je sais que ça préoccupe les entreprises. Donc, quelles sont nos attentes et quels sont les outils qu'on met à votre disposition pour faciliter votre conformité à ces nouvelles dispositions-là. Et comme je l'ai mentionné, je vais me rendre disponible pour une période de questions. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, commençons avec, c'est quoi la protection des renseignements personnels? Et qu'est-ce qu'on est venu modifier? C'est important de savoir c'est quoi la base pour assurer la conformité de votre entreprise et éviter les angles morts. Alors, prochaine diapo. On a essayé de vous résumer ici l'essentiel de la PRP. Ce qui est important de se rappeler, c'est que la protection des renseignements personnels, c'est un aspect du droit à la vie privée. C'est un droit, donc, fondamental, garanti par la Charte, qui est aussi prévu au Code civil. Les lois sur la protection des renseignements personnels ont un caractère prépondérant au Québec. Ça veut dire qu'elles ont préséance sur toute autre loi québécoise en cas de conflit. Ça démontre l'importance que les parlementaires ont voulu donner à la protection des renseignements personnels et qui se traduit, comme on le sait, par des sanctions imposantes. En gros, la PRP, c'est un ensemble de règles que les organisations doivent respecter à toutes les étapes du cycle de vie d'un renseignement personnel, c'est-à-dire de sa collecte jusqu'à sa destruction, comme vous le voyez avec le graphique qui est sur la diapositive. Alors, c'est important de se rappeler que ce n'est pas juste la confidentialité, la protection des renseignements personnels. C'est un principe important, oui, d'en assurer la confidentialité, mais l'essence de la PRP, c'est le contrôle d'une personne sur ses propres renseignements, qui a le pouvoir de décider quels renseignements elle accepte de partager, avec qui et comment ils vont pouvoir être utilisés.
Alors, comment les personnes exercent cette espèce de contrôle sur leur renseignement? Bien, essentiellement par le biais du consentement. C'est pour ça qu'on l'a mis au centre du graphique. Si le consentement n'est pas requis, parce qu'il arrive que la loi prévoit des exceptions, on exige alors, comme pour compenser, que vous soyez transparent quant à vos pratiques pour que vos employés ou vos clients soient informés sur qu'est-ce que vous recueillez à leur sujet, euh, comment vous allez utiliser les renseignements personnels, comment vous allez les partager, mais surtout les protéger aussi. La loi prévoit aussi des limites à ce qu'une entreprise peut faire avec des renseignements personnels. Puis le principe est simple. Moins vous en recueillez, moins vous les utilisez ou les partagez, puis plus vite vous les détruisez, plus la vie privée de vos clients et de vos employés va être respectée. Alors, cette limite, elle se traduit par un mot qui revient souvent dans la loi qui est nécessaire. Alors, notre fameux critère de nécessité, c'est pour ça qu'on l'a mis au centre aussi. Et nécessaire, c'est plus que ah, c'est utile, c'est commode. Non, non, il faut que ce soit indispensable et vraiment requis. Alors, en résumé, vous pouvez recueillir, utiliser ou communiquer uniquement les renseignements nécessaires dans le cadre de l'exploitation de votre entreprise. Et vous devez les détruire dès qu'ils ne le sont plus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, mais qu'est-ce qu'on a voulu changer avec la réforme? Qu'est-ce qu'on a voulu améliorer? Puis pourquoi on fait une réforme? Mais d'abord, il faut savoir que les lois sur la protection des renseignements personnels ont été adoptées il y a 30 ou 40 ans, selon qu'on est dans le secteur public ou privé. Donc, à une époque où les nuages, ça transportait de la pluie, pas des données, et que nos téléphones ou les autres objets qui nous entouraient n'étaient pas intelligents. Or, les progrès technologiques et l'environnement numérique hyper connecté dans lequel on vit ont évidemment changé le contexte dans lequel une entreprise comme la vôtre détient ou utilise des renseignements personnels. On en génère aussi beaucoup plus, puis on a de meilleurs moyens grâce à ces technologies-là pour les stocker, les analyser ou les communiquer. Alors, c'est pourquoi les objectifs de la réforme, ça vise avant tout à assurer la protection des renseignements personnels dans ce nouvel environnement numérique. Vous verrez que la loi inclut maintenant des nouvelles obligations spécifiques, par exemple pour l'utilisation de certaines de ces technologies comme sur la géolocalisation, profilage, l'intelligence artificielle ou la biométrie. La réforme vise aussi à redonner aux individus un meilleur contrôle sur leur renseignement personnel. Puis on a vu que c'est l'essence de la PRP. Comment? Bien, justement en améliorant le consentement pour qu'il soit plus clair et spécifique, puis en exigeant une plus grande transparence des pratiques des entreprises quant à comment ils gèrent les renseignements personnels. On veut notamment mettre fin aux, vous savez, les super politiques longues ou les formulaires de consentement très, très longs, incompréhensibles dans un jargon juridique très complexe ou qui sont tellement vagues qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'était quelque chose, une pratique à laquelle clairement la réforme veut mettre fin. Aussi, un élément qui était déjà inclus dans d'autres lois sur la protection des renseignements personnels qui sont plus récentes ailleurs, dans d'autres juridictions, c'était responsabiliser les organismes et les entreprises face à leurs obligations en matière de protection des renseignements personnels. Et enfin, la réforme amène des nouveaux pouvoirs pour la Commission, puis des sanctions pour donner plus de mordant à ces lois-là. Alors, tous ces éléments, ça vise essentiellement une chose, à rétablir la confiance des individus dans ce nouvel environnement numérique et technologique. Et la confiance, c'est primordial dans une économie numérique. Prochaine diapo. Selon un sondage d'ailleurs qui a été mené pour le compte de la Commission, il y a 91 des répondants qui feraient davantage affaire avec une entreprise qui a une bonne réputation face à la protection qu'elle accorde aux renseignements de ses clients. Même chose si elles adoptent et diffusent leurs pratiques visant à protéger ses renseignements personnels. Donc, agir de manière responsable pour assurer la PRP des renseignements que vous détenez, puis être transparent sur comment vous faites ça, ça génère la confiance, puis ça peut être rentable. Alors, c'était mon petit pitch de vente ici pour la protection des renseignements personnels, pas très subtil, je le sais. Donc, responsabilité et transparence, c'est donc deux thèmes importants de la réforme, puis on va voir qu'il y a plusieurs nouvelles exigences qui sont en lien avec ces objectifs-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, passons maintenant au cœur du sujet. C'est quoi ces nouvelles exigences de la loi 25? Suivante. D'abord,
c'est quoi un renseignement personnel? Hein? Parce que c'est ces renseignements-là qui sont visés par les lois. Donc, un renseignement personnel, c'est tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet directement ou indirectement de l'identifier. Et c'est le directement et indirectement qu'on a ajouté avec la loi 25 pour le préciser, bien qu'on interprétait pas mal ça de cette façon-là jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que ça inclut? Bien, évidemment, un nom coordonné d'une personne, ses identifiants, comme son numéro de permis de conduire, numéro d'assurance sociale, maladie, etc. Mais c'est aussi tout autre renseignement qui la concerne et la distingue, comme par exemple des renseignements au sujet de son état de santé, de ses finances, des informations de paiement, numéro de carte de crédit, compte bancaire, ses préférences, ça peut être aussi son historique de navigation. Ça peut être aussi des renseignements qu'on va inférer à son sujet à partir, par exemple, de son historique de navigation. À l'aide d'un algorithme, il y a des entreprises qui vont être capables de déduire que peut-être cette personne-là est enceinte, qu'elle va se marier, qu'elle magasine une paire de chaussures ou un voyage, par exemple. Alors, voilà pour la définition générale d'un renseignement personnel. Or, il y a certains renseignements qui nécessitent un degré de protection plus élevé, et ce sont les renseignements sensibles que vous voyez en bas à gauche. Alors, la loi 25 a introduit une définition de ce qu'est un renseignement sensible et aussi des exigences supplémentaires pour recueillir, utiliser ou communiquer ces renseignements. Alors, les renseignements vont être considérés sensibles quand ils suscitent un haut degré d'attente raisonnable en matière de vie privée. C'est ça le critère dans la loi. Et ça peut être soit en fonction de la nature des renseignements, comme des renseignements médicaux, biométriques ou autrement intimes. On pense la géolocalisation ou notre orientation sexuelle, par exemple. Un renseignement peut aussi être sensible en fonction de son contexte dans lequel il est utilisé ou communiqué. Un exemple, une marque de voiture d'une personne, ça peut paraître anodin, mais si on l'utilise pour détecter des situations de fraude à l'impôt ou à l'aide sociale, ça commence à revêtir un caractère plus sensible. La loi 25 introduit aussi deux nouveaux concepts, renseignement dépersonnalisé et renseignement anonymisé. Alors, dépersonnalisé, c'est si on ne peut plus identifier directement une personne. Ça veut dire qu'on a retiré tous les identifiants directs, comme nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ou identifiant, numéro de permis de conduire et autres. Mais on pourrait quand même l'identifier indirectement. Par exemple, si on croise ce qui reste des renseignements, si vous avez votre liste de clients avec qu'est-ce qu'ils ont fait comme achat, vous enlevez les identifiants directs, vous croisez ça avec un autre jeu de données qui potentiellement pourrait permettre de retrouver, de réidentifier les personnes. Ça peut être aussi si vous remplacez les identifiants directs, son nom, par un numéro de client, un numéro aléatoire, mais par ailleurs, à côté, vous avez la liste des numéros de clients avec à qui ça correspond. Donc, c'est très bien que tel numéro de client, ça correspond à M. Tremblay. Donc, c'est une autre façon d'identifier indirectement. Alors, dans ces exemples-là, les renseignements ont été dépersonnalisés. La loi vous permet de les utiliser sans le consentement des personnes concernées à des fins d'études, de recherche ou pour produire des statistiques. Il faut bien les distinguer des renseignements anonymisés. Alors ici, le critère est plus élevé dans la loi. Il faut qu'ils ne permettent plus de façon irréversible d'identifier directement ou indirectement la personne. Et dans ce cas-ci, la loi, ce qu'elle va vous permettre, c'est de conserver des renseignements que vous aurez anonymisés au lieu de les détruire et vous pourrez les utiliser à des fins légitimes. Selon la Commission et plusieurs experts, c'est pratiquement impossible actuellement de conclure qu'un renseignement va être anonymisé, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus de façon irréversible identifier une personne, sauf si on est en train de parler de renseignements agrégés ou de statistiques. Aussi, la loi prévoit que les renseignements doivent être anonymisés selon des modalités déterminées par règlement du gouvernement. Puis pour l'instant, il n'existe pas de règlement. Donc, ce n'est pas possible de conserver des renseignements anonymisés qui auraient dû être détruits actuellement. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est vraiment la différence entre dépersonnalisé et anonymisé, parce que la Commission constate qu'il y a des organisations qui pensent qu'ils ont anonymisé des renseignements, donc
qui peuvent les utiliser ou les communiquer sans le consentement des personnes concernées tout en respectant la loi, alors qu'au fond, on les a dépersonnalisés. Or, un renseignement dépersonnalisé, il est assujetti à toutes les autres obligations de la loi et ça demeure un renseignement personnel. Donc, prudence avant de conclure qu'un renseignement est anonymisé. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les nouvelles exigences maintenant, bien, on peut les regrouper de différentes façons. Moi, ce que j'ai fait, je vous propose une sélection de 6 blocs. Le bloc responsabilité, ensuite, ce qui a trait aux incidents de confidentialité, la transparence, les nouveautés en matière de consentement, les obligations de vie privée dès la conception et les nouveaux droits pour les citoyens. Et pour chaque bloc d'obligations, je vais vous proposer des pistes d'action pour leur mise en œuvre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voyons d'abord les obligations en lien avec le nouveau concept de responsabilité qui est introduit dans la loi. Prochaine diapo. Depuis septembre dernier, la loi prévoit que toutes les entreprises sont responsables de la protection des renseignements personnels qu'elles détiennent. C'est vrai, même si vous confiez à un tiers le mandat de conserver les renseignements pour vous, comme faire affaire avec un courtier en info nuagique, par exemple. Ça implique de mettre en place tout ce qu'il faut pour respecter vos obligations, mais aussi de pouvoir rendre compte de votre conformité en documentant les mesures que vous avez prises pour mettre en œuvre cette réforme. Le principe de responsabilité, c'est applicable à l'ensemble de l'organisation, mais la loi 25 attribue des rôles spécifiques à certaines personnes. Évidemment, si vous êtes une entreprise individuelle, ça veut dire que vous assumez toutes ces fonctions-là. Sinon, la personne qui a la plus haute autorité au sein de l'entreprise, bien, la loi mentionne qu'elle doit veiller à assurer le respect et la mise en œuvre de la loi. Elle est aussi par défaut responsable de la protection des renseignements personnels. Elle a ce titre-là, c'est une nouvelle fonction qui est prévue dans la loi. Par contre, elle peut déléguer cette fonction de responsable par écrit en tout ou en partie à toute autre personne. Vous devez publier le titre et les coordonnées de cette personne responsable de la PRP sur votre site Internet. Si vous n'avez pas de site Internet, il s'agit simplement de le rendre accessible par tout autre moyen, comme si vous avez une page sur un réseau social, une page Facebook ou une page LinkedIn, vous pouvez l'afficher. Vous n'êtes pas du tout sur le web, du tout, bien, vous pouvez l'afficher au poste d'accueil de votre entreprise, par exemple. Et vous n'avez pas informé la commission du titre et des coordonnées du responsable. Une autre obligation que vous avez en matière de responsabilité, c'est d'adopter et de mettre en œuvre des politiques et des pratiques de gouvernance. C'est quoi au juste? Bien, ce sont des documents, ça peut être une politique, une procédure, une directive, une façon de faire par écrit, qui vise à encadrer la gestion de vos renseignements personnels de façon à en assurer la protection. Pour les entreprises, la loi prévoit qu'elle doit au moins contenir l'encadrement applicable à la conservation et à la destruction des renseignements, les rôles et responsabilités du personnel tout au long du cycle de vie des renseignements, en gros, là, les obligations qu'on a vues à une des premières diapos. Ça doit aussi prévoir un processus de traitement des plaintes relatives à la PRP. Alors, pas besoin d'être compliqué, là. Une courte procédure qui explique à qui s'adresser si un client veut se plaindre de votre gestion des renseignements personnels au sein de votre entreprise, puis comment vous allez traiter la plainte. Dans quel délai? Est-ce qu'il va y avoir une réponse écrite? Est-ce que vous traitez la plainte de manière confidentielle, etc. On précise que ces politiques et pratiques doivent être proportionnées à la nature et à l'importance des activités de l'entreprise. Donc, si vous êtes une petite entreprise, pas besoin d'un document de 50 pages. Ça peut être très, très simple. Le principe de responsabilité s'exprime aussi par d'autres obligations qui visent à prévenir des situations de non-conformité, comme les incidents de confidentialité, ou encore l'obligation de faire certaines évaluations avant de mettre en place un nouveau système qui contient des renseignements personnels, ou aussi de communiquer des renseignements à l'extérieur du Québec. Je vais aborder ces points plus en détail là, un petit peu plus loin dans la présentation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vous propose, comme je vous l'ai indiqué, quelques pistes d'action pour mettre en œuvre les obligations en lien avec la responsabilité de l'entreprise. Bien,
première condition de réussite, c'est évidemment de connaître vos exigences de la loi. Alors, votre participation au webinaire aussi est une bonne façon. Je vous invite aussi à visiter régulièrement notre site web pour de l'information à ce sujet. Il est mis à jour à chaque jour. Là, il y a de la nouvelle information qui est disponible. Vous pouvez aussi, au besoin, consulter des ressources spécialisées. Puis, par exemple, je crois comprendre que la FCEI offre un soutien conseil aux entreprises qui peut inclure des questions relatives à la loi 25. Évidemment, vous devriez aussi déjà avoir désigné un responsable puis avoir diffusé son titre et ses coordonnées. Si vous voulez savoir un peu c'est quoi les tâches d'un responsable, notre site web contient les responsabilités et les tâches qui lui sont confiées par la loi. Je vous ai mis le lien, je vous invite à les visiter. Ensuite, le meilleur outil que vous pourriez avoir pour aborder l'ensemble de votre conformité à la loi, incluant les dispositions de la loi 25, c'est un portrait complet des renseignements personnels que vous détenez. Alors, si vous n'en avez pas déjà un, je vous invite vraiment fortement à prendre le temps de dresser un inventaire des renseignements personnels et de le tenir à jour. C'est vraiment la base de votre conformité. Puis une façon simple de s'y prendre, c'est vous pouvez diviser par catégorie les situations dans lesquelles vous traitez des renseignements personnels, puis faire un tableau ou une fiche pour chacune de ces situations-là. Exemple, quels sont les renseignements que je recueille dans le cadre d'un processus d'embauche? Ensuite, les dossiers d'employés, les dossiers clients, le traitement des plaintes, etc. C'est vous qui connaissez les différentes activités que vous faites dans le cadre de l'exploitation de votre entreprise. Je vous ai mis à la diapo suivante un outil pour vous aider à compléter un inventaire, l'espèce d'aide-mémoire qui pose toutes les questions puis pour être sûr qu'il contienne toute l'information voulue. Puis, ce travail-là, c'est vraiment essentiel pour la mise en œuvre de plusieurs obligations. Vous n'aurez pas le choix de toute façon de vous poser ces questions-là. Et ça va vous permettre de prioriser certaines actions en identifiant, en disant, ouais, je suis peut-être plus vulnérable ici, je suis plus à risque, je devrais commencer par ça pour sécuriser ça d'abord et avant tout. Donc, vraiment, je vous invite à investir le temps nécessaire pour cet outil-là. Ensuite, une autre action que vous pouvez faire, c'est faire la liste de ce que vous avez déjà en place qui peut-être doit être mis à jour. Donc, répertoriez vos politiques de confidentialité que vous avez peut-être si vous avez un site web, vos formulaires de consentement ou les formulaires par lesquels vous recueillez des renseignements. Est-ce qu'il y a une petite formule de consentement qui est inclus dans les formulaires? Est-ce que vous avez des contrats qui impliquent de communiquer des renseignements personnels? Bref, tout document qui est susceptible d'être impliqué dans la gestion des renseignements personnels. Et finalement, pour l'élaboration des politiques et pratiques de gouvernance, je vous réfère encore à notre site web qui décrit ce qu'elles doivent contenir. Et je vous rappelle qu'elles doivent être approuvées par le responsable de la PRP et que vous devrez les diffuser aussi, comme on va le voir justement dans quelques instants. Voici la diapo, prochaine diapo, excusez-moi. Voici la diapo qui contient, je ne passerai pas au travers, je vous laisse la regarder, mais voici ce que ça peut contenir un inventaire. C'est assez complet. Si vous répondez à ces questions-là, votre inventaire va être assez complet. On voit que pour chaque catégorie, votre inventaire, par exemple un dossier d'employé, votre inventaire devrait pouvoir répondre aux questions « Qu'est-ce que je recueille? Pourquoi? En quoi c'est nécessaire? Comment je les utilise? Sur quel support ils se trouvent? Qui y a accès au sein de mon entreprise? Pourquoi? Comment ils circulent à l'extérieur de l'entreprise? Puis c'est quoi le délai de conservation? Si vraiment vous êtes capable de répondre à toutes ces questions-là, pour l'ensemble des renseignements personnels que vous détenez, c'est vraiment la base de votre conformité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, en lien avec le terme de responsabilité, je l'ai dit, il y a notamment les nouvelles obligations s'il survient un incident de confidentialité. Alors, ces nouvelles règles sont toutes en vigueur depuis septembre dernier. Alors, avant la réforme, la loi prévoyait déjà que vous devez assurer la protection des renseignements que vous détenez puis mettre en place des mesures raisonnables pour en assurer la confidentialité. Évidemment, ça inclut des mesures pour prévenir et éviter que des incidents surviennent. Ces mesures, ça peut être technologique, bien sûr, mais ça peut aussi être physique, comme restreindre l'accès à vos locaux, barrer un classeur. Ça peut être administratif, des procédures et des pratiques dont on vient de parler, mais ça comprend aussi la sensibilisation du personnel, si vous en avez.
Et je me permets d'insister là-dessus parce que la Commission a pu constater au fil des ans que le facteur humain est à l'origine de la grande majorité des incidents qui lui sont divulgués. C'est donc vraiment un élément important de la prévention des incidents de confidentialité. Alors, deuxièmement, si vous avez des motifs de croire qu'il se produit un incident de confidentialité au sein de votre entreprise, vos obligations sont, premièrement, de prendre des mesures raisonnables pour diminuer le risque de préjudice qui est susceptible d'être causé aux personnes qui sont visées par l'incident et éviter qu'un tel incident ne se reproduise à l'avenir. Vous devez aussi évaluer si ce risque-là présente un risque qu'un préjudice sérieux soit susceptible d'être causé aux personnes concernées. Et dans ce cas, vous avez des obligations supplémentaires que probablement vous connaissez déjà, du moins je l'espère, c'est d'aviser la commission et aussi les personnes qui sont visées par l'incident. Et quand on parle de préjudice sérieux, il faut considérer notamment la sensibilité du renseignement, les conséquences possibles de l'utilisation de ces renseignements-là par des tiers et la probabilité qu'ils soient utilisés à des fins préjudiciables, comme par exemple pour faire un vol d'identité, pour faire de la fraude, pour faire du hameçonnage, il y a des adresses courriels en jeu, par exemple, etc. Puis au fin de cette évaluation-là, vous devez consulter le responsable de la PRP. Dernière obligation que vous devez tenir un registre et inscrire tous les incidents de confidentialité, peu importe leur niveau de gravité. Pas besoin, il n'est pas public ce registre-là, c'est pour vous et la commission peut le requérir sur demande. Il y a un règlement du gouvernement qui détermine le contenu de l'avis qui doit être donné à la commission, l'avis aux personnes concernées et le contenu du registre. La loi 25 définit aussi un incident de confidentialité. Vous voyez, je l'ai noté à droite, c'est l'accès à un renseignement personnel, son utilisation ou sa communication non autorisée par la loi, ou la perte d'un renseignement personnel et toute autre atteinte à la protection d'un renseignement personnel. Je vous avoue que pour l'instant, on voit difficilement qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. On pense que les autres, le reste, ça couvre pas mal toutes les catégories, mais bon, la loi prévoit aussi cette possibilité-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Piste d'action, je vais être assez brève. Évidemment, mettre en place ce qu'il faut pour prévenir les incidents. Puis l'élément sur lequel je voudrais plus insister, parce que pour le reste, je vous dirais que notre site Internet est vraiment très, très complet. Vous allez trouver un formulaire de déclaration d'incident, qu'est-ce que doit contenir le registre, qu'est-ce que doit contenir l'avis aux personnes concernées. Vous avez vraiment tout ça sur notre site. Fait que je vais juste insister sur la deuxième puce, c'est de mettre en place, d'élaborer à l'avance une procédure et de trouver des ressources qui vont vous permettre de gérer rapidement et adéquatement l'incident quand il va survenir. Ce n'est pas le temps d'en élaborer une puis d'improviser quand survient l'incident parce que vous êtes en situation de crise et le temps compte. Donc, une bonne pratique, c'est d'élaborer à l'avance une procédure. Encore une fois, pas besoin qu'elle soit compliquée, mais qui décrit la marche à suivre. S'il arrive un incident, je fais quoi? Et surtout, qui fait quoi au sein de mon entreprise? Puis diffusez-la, évidemment, auprès des personnes qui sont susceptibles d'intervenir pour vous aider à gérer l'incident. Si vous n'avez pas l'expertise technologique à l'interne, ce qui est le cas de beaucoup d'organisations, n'hésitez pas à trouver des ressources externes à l'avance. Identifiez-les, contactez-les pour qu'elles puissent vous accompagner en cas d'incident. Et au besoin, concluez une entente avec eux, mais il y en a qui vont vous dire juste contactez-nous en cas d'incident. Mais bref, ce n'est pas le temps de regarder les pages jaunes quand vous essayez de gérer un incident. C'est ça le message. Donc, identifiez-les à l'avance. Encore une fois, je vous invite à consulter notre site web. Ici, je vous ai mis, pour information seulement, des constats qu'on a faits dans les premiers 6 mois des obligations, des déclarations obligatoires des incidents. Peut-être que ça peut vous donner un indice de où surviennent les incidents, quel type d'incidents. Ce que je vais ajouter à cette diapo, c'est d'autres tendances qu'on a pu observer. D'abord, une insuffisance de mesures préventives ou de contrôle de l'efficacité des mesures en place pour prévenir les incidents.
Et la deuxième constatation, c'est une conservation de renseignements personnels qui auraient dû être détruits ou on en a trop recueilli alors que ce n'était pas nécessaire. Alors, le fait de recueillir ou de conserver trop de renseignements personnels, ça augmente votre risque en cas d'incident et la gravité de l'incident et ses conséquences pour les personnes concernées. Ça augmente aussi les coûts pour gérer l'incident pour votre entreprise. On se rappelle un exemple que tout le monde connaît, l'incident majeur survenu chez Desjardins. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait des renseignements personnels concernant des millions de personnes qui n'étaient plus clients depuis des années de l'institution. Et ça a contribué évidemment à augmenter la portée et la gravité de cet incident. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on va passer à un autre objectif majeur de la réforme, qui est les mesures qui visent à une plus grande transparence des organisations en matière de protection des renseignements personnels. Alors, les obligations de transparence visent à permettre aux gens de savoir ce que vous faites avec leurs renseignements. Comment? Bien, d'abord, par la diffusion de vos politiques et pratiques de gouvernance, dont on a parlé sous le thème de la responsabilité il y a quelques minutes. Alors, comme je vous l'avais mentionné, vous devez diffuser des informations détaillées à leur sujet sur votre site Internet. Si votre entreprise aussi recueille des renseignements personnels par un moyen technologique, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, par exemple, à partir d'un site web ou d'un service en ligne que vous offrez, vous offrez une application mobile à vos clients ou vous vendez des objets connectés qui sont susceptibles de recueillir des renseignements personnels. Bref, si vous utilisez ce genre de moyens technologiques pour recueillir des renseignements personnels, vous devez aussi établir une politique de confidentialité. Et qu'est-ce que ça doit contenir, cette politique? Bien, essentiellement, c'est pour permettre, ça vise les collectes qui sont faites souvent à l'insu de la personne concernée. Hein, vous n'êtes pas en train de lui demander c'est quoi ton nom, ton adresse. Alors, ça se fait un petit peu à son insu sans qu'elle s'en rende trop compte. Pensons aux fameux témoins, les cookies sur les sites web ou l'historique de navigation. Alors, l'objectif, c'est de faire connaître qu'est-ce que vous recueillez, puis qu'est-ce que vous allez faire avec ces renseignements-là et comment vous allez les protéger. Cette politique doit être rédigée en des termes simples et clairs. Vous allez voir, c'est une expression qui revient très, très souvent dans la loi 25. Et elle doit être publiée sur votre site Internet ou diffusée par tout autre moyen approprié qui permet de rejoindre les personnes de qui vous recueillez les renseignements. Il y a un projet de règlement du gouvernement sur qu'est-ce que ça doit contenir, ces fameuses politiques de confidentialité qui vient d'être publié, mais il va s'appliquer juste aux organismes publics. Il n'est pas prévu un tel règlement pour le secteur privé, la loi ne prévoyait pas, mais évidemment, on peut penser que ça va inspirer le contenu de ce qui va se faire dans le secteur public, va inspirer les entreprises. Puis en gros, ça devrait contenir, comme je vous disais, toutes les informations qui permettent à une personne de comprendre quels renseignements vous recueillez, de quelle manière et qu'est-ce que vous allez faire avec les renseignements. Le deuxième volet des exigences, non, il faut revenir en arrière. Le deuxième volet des exigences en matière de transparence, c'est le devoir d'informer les personnes concernées à certains moments. Il y en a 3. Le premier, ça s'applique dans tous les cas et possiblement à toutes les entreprises. C'est quand vous recueillez des renseignements personnels, vous avez plusieurs renseignements à fournir, comme pourquoi vous recueillez les renseignements, informer la personne qu'elle a le droit d'avoir accès à ses propres renseignements et de les rectifier, les modifier s'il y a des erreurs. Alors, on les inclut généralement dans le formulaire par le biais duquel on recueille des renseignements, mais les informations peuvent être données verbalement aussi. Bien, la loi 25 vient d'ajouter des éléments que vous devez fournir à ce moment-là. La deuxième situation, c'est si vous recueillez des renseignements personnels auprès de la personne concernée en ayant recours à une technologie qui comprend certaines fonctions. Donc, on parle de fonctions pour faire du profilage. Généralement, c'est avec un algorithme et l'intelligence artificielle qui permet sa géolocalisation ou qui permet son identification. Alors, dans ces cas-là, vous devez au préalable informer que vous allez utiliser cette technologie et quels sont les moyens que vous lui offrez pour activer ces fonctions. Donc, on comprend que ces fonctions-là doivent être désactivées par défaut et que c'est la personne qui peut choisir de les activer ou non.
Puis la troisième situation, c'est si vous utilisez des renseignements personnels pour rendre une décision complètement automatisée à l'aide de l'intelligence artificielle, vous avez des obligations supplémentaires d'information. Je ne veux pas entrer dans le détail parce que c'est des situations peu fréquentes pour l'instant. Alors, je vais vous référer à notre site web et juste vous mentionner que pour l'ensemble de ces informations-là qui doivent être fournies aux personnes, elles doivent l'être en des termes simples et clairs. Prochaine diapo. Alors, comment on se prépare à ces nouvelles obligations de transparence? Bien, une première étape, c'est de faire la liste de tout ce qu'on a à diffuser selon la loi puis qui s'applique à votre situation. Ensuite, répertoriez ce que vous avez déjà. Avez-vous déjà une politique de confidentialité pour les cookies de votre site web? Est-ce que, par quel moyen vous recueillez des renseignements? Y a-t-il des formulaires? Est-ce qu'ils contiennent toute l'information nécessaire? Puis une fois ce recensement-là fait, il faut identifier puis distinguer les types de collecte. Alors, quelles sont celles qui sont faites par des moyens technologiques, par exemple les témoins ou les cookies de votre site web? Quelles sont celles qui sont faites directement auprès de l'individu ou que je fais auprès d'un tiers? Puis lesquelles concernent des mineurs? Parce qu'il y a des règles différentes qui peuvent s'appliquer. Assurez-vous de reviser les formulaires que vous utilisez ou les autres textes, politiques de confidentialité et autres, en vous assurant qu'ils contiennent tous les éléments requis. Je vous ai mis le lien vers la page de notre site web qui a la liste des informations que vous devez fournir. Vous pouvez vous y référer. Là, je ne vais pas les numérer aujourd'hui. Si vous avez une politique de confidentialité, par exemple, relative à une collecte de moyens technologiques, assurez-vous qu'elle contient les éléments requis. La Commission d'accès entend diffuser cet automne un aide-mémoire sur qu'est-ce que ça doit contenir, une politique de confidentialité, et qu'est-ce qu'on entend par un langage simple et clair, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Alors, surveillez notre site web, ça sera diffusé à ce moment-là sur notre site. Prochaine diapo. Le consentement maintenant. Quoi de neuf? Eh bien, comme on l'a vu plus tôt, on peut changer la diapo. Comme on l'a vu plus tôt, améliorer le consentement, c'est un des objectifs importants de la réforme. La loi prévoyait déjà des conditions pour qu'un consentement soit valide, libre, éclairé, etc. Mais on ajoute quelques éléments avec la loi 25. On dit maintenant qu'il doit énoncer de manière distincte chaque nouvelle utilisation que vous souhaitez faire des renseignements personnels, d'énoncer chaque fin poursuivie de manière distincte. L'objectif, c'est d'éviter le tout ou rien dans le consentement. La personne doit pouvoir accepter ou non chacune des fins, pouvoir dire oui, celle-là non, plutôt que j'accepte tout ou je refuse tout. Alors, exemple concret, vous êtes sûrement tombé sur les fameux bandeaux ou les pop-up qu'on appelle quand vous arrivez sur un site Internet qui se sont multipliés avec l'entrée en vigueur du règlement sur la protection des données en Europe. Alors, il y en a des bons exemples de consentement là-dedans par lesquels chaque finalité d'utilisation est énoncée de manière distincte pour vous offrir des nouveaux produits, pour faire fonctionner le site, pour mesurer l'audience de notre site Internet, etc. Alors, et on peut accepter ou refuser chacune de ces finalités. Et pour assurer qu'elle comprenne bien et puisse donner son consentement de manière éclairée, il faut désormais demander un consentement en des termes simples et clairs, cette expression qui revient encore. Il faut aussi que sur demande de la personne concernée, vous soyez en mesure de l'aider à comprendre la portée du consentement requis. Enfin, si la demande de consentement est faite par écrit, il faut aussi qu'elle soit présentée distinctement de toute autre information qu'on communique à la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais, nous, des choses qu'on voyait souvent, c'est il y a une espèce de formulaire par lequel on recueille des renseignements, puis à la fin, on dit je certifie que tous les renseignements que j'ai fournis sont exacts. J'accepte les conditions que Je consens à ce que mes renseignements soient utilisés aux fins Bref, il y avait un consentement relatif à la protection des renseignements personnels avec d'autres choses, puis il y avait juste une signature pour dire qu'on consentait à tout ça. C'est ce qu'on veut éviter.
le consentement qui est en lien avec la protection des renseignements personnels doit être distinct. Donc, soit une signature distincte, soit une case qu'elle peut cocher ou non avec une seule signature par la suite. Ce sont des façons de respecter la loi. Il y a aussi une nouvelle exigence pour le consentement qui concerne les renseignements sensibles. Alors, pour cela, on dit qu'ils doivent être manifestés de façon expresse. Ça veut dire que c'est un consentement implicite, n'est pas valide. C'est quoi exprès? Bien, la personne doit pouvoir exprimer sa volonté de manière évidente, apparente, idéalement par écrit, évidemment, ou par un geste positif, comme cocher une case ou répondre oui à une question. Dernière nouveauté à souligner, il y a des nouvelles exigences pour les personnes mineures, si on veut obtenir leur consentement. On fait une distinction maintenant en fonction de l'âge à partir duquel le mineur peut donner seul son consentement, et c'est 14 ans. Pour moins de 14 ans, c'est le titulaire d'autorité parentale ou le tuteur qui peut consentir à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels. Prochaine diapo. Alors, pour mettre en œuvre les obligations en matière de consentement, encore une fois, un bon point de départ, c'est répertorier ce que vous avez. Dans quelles sont les utilisations et les communications de renseignements personnels que fait votre entreprise. Et en principe, votre inventaire, dont on a parlé plus tôt, devrait toutes les identifier. Il faut ensuite voir toutes les utilisations que vous n'avez pas déclarées lors de la collecte, donc qui vont requérir un consentement. Et vous devez aussi identifier toutes les communications de renseignements personnels que vous faites à des tiers en dehors de votre entreprise, parce que pour chacune de ces situations-là, vous aurez possiblement besoin d'un consentement, puis pour savoir, parce que la loi prévoit des exceptions. Alors, pour savoir quelles sont les exceptions, on a une belle liste sur notre site Internet. Je vous ai mis le lien. Je vous y réfère. Vous pourrez voir si vous avez besoin d'obtenir un consentement ou si ça fait partie d'une de ces exceptions-là. L'autre étape, c'est de réviser les formulaires de consentement utilisés pour être sûr qu'ils respectent la loi. Et je vous mentionne, vous êtes peut-être au courant, mais la Commission élabore présentement ses premières lignes directrices qui portent justement sur le consentement pour aider les entreprises à connaître nos attentes puis à apprécier les nouveaux critères. Alors, elles ont fait l'objet d'une consultation. Vous avez le lien du projet qui est toujours disponible en ligne. On prévoit adopter la version finale pour l'automne, vraisemblablement en octobre. Et on va évidemment tenir compte des commentaires qu'on a reçus par rapport au projet de ligne directrice. Prochaine diapo. Dans le but de responsabiliser davantage les entreprises, puis pour prévenir des situations de non-conformité, la loi prévoit des nouvelles obligations visant à considérer la protection des renseignements personnels aux premières étapes de conception d'un système d'information ou d'un projet technologique qui implique des renseignements personnels. Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça, c'est vraiment un objectif de prévention. On parle, je ne sais pas si vous avez entendu l'expression « privacy by design », la vie privée dès conception. C'est pour concevoir des produits ou des systèmes qui protègent la vie privée. Et on prévoit pour ça des nouvelles exigences. La première, ça va être obligatoire à compter de septembre de réaliser des évaluations préalables, qu'on appelle les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée ou EFVP. En gros, il s'agit d'évaluer au début d'un projet s'il est conforme aux règles de PRP. Et parmi les situations où vous serez obligé de faire ça, les deux plus fréquentes, c'est dès la conception d'un projet d'acquisition, de développement ou de refonte d'un système d'information ou encore d'une prestation électronique de services, des services en ligne. Par exemple, avant d'installer un système de caméra vidéo, avant d'offrir des services en ligne à vos clients ou de mettre en place un nouveau système de gestion de la paye de vos employés, le responsable, vous devez faire ce genre d'évaluation-là. Et le responsable de la PRP doit être consulté dès le début, puis il pourra suggérer des mesures à toutes les étapes du projet. Cette démarche-là doit être proportionnée à plusieurs éléments, notamment la sensibilité des renseignements concernés, puis d'autres éléments du projet. Et c'est un principe qui a été introduit à la suite de commentaires de plusieurs intervenants sur la lourdeur du fardeau que ça peut imposer.
L'autre situation plus fréquente pour laquelle vous devrez réaliser ce genre d'évaluation-là, c'est si vous envisagez de communiquer des renseignements à l'extérieur du Québec et ça implique ailleurs au Canada. Alors, ce type d'évaluation doit comprendre des éléments précis, puis je ne rentrerai pas dans les détails, ils sont bien précisés sur notre site, mais l'objectif, c'est de s'assurer que les renseignements vont être protégés de manière adéquate dans la juridiction où ils vont être communiqués. Une autre obligation préventive, c'est protéger la vie privée par défaut. Alors, ici, c'est si vous offrez au public un produit ou un service technologique pour lequel il y a des paramètres de confidentialité, vous devez par défaut les régler à ce qui assure le plus haut niveau de confidentialité. Concrètement, si vous offrez une application mobile à vos clients ou vendez un objet connecté, bien, par défaut, les paramètres doivent être programmés pour pas recueillir de renseignements personnels comme la géolocalisation, pas les partager, et c'est le client qui doit pouvoir les activer s'il le souhaite. Puis enfin, on l'a abordé plus tôt, en cas de recours à une technologie qui comprend la possibilité de faire du profilage, de la géolocalisation, de l'identification, vous devez aussi désactiver par défaut ces fonctions pour permettre aux personnes de les activer si elles le souhaitent. Prochaine diapo. On est bien conscient à la Commission d'accès à l'information que les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée soulèvent des inquiétudes et que ça peut sembler très lourd. Puis, on ne se le cachera pas, ce n'est pas quelque chose qui se fait sur le coin d'une table en 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les organisations? Bien, la Commission diffuse déjà sur son site Internet depuis quelques années un guide pour vous accompagner dans la réalisation de ces évaluations-là. Il va être bientôt mis à jour pour tenir compte des nouveaux éléments de la réforme puis des différents contextes dans lesquels il doit être fait. On espère aussi pouvoir rendre disponible éventuellement un gabarit de rapport d'évaluation qui va peut-être vous aider aussi à vous poser les bonnes questions. Mais on envisage peut-être un autre outil, soit un webinaire ou quelque chose comme ça pour mieux faire comprendre cette démarche, mais possiblement que ça sera en 2024. Ensuite, je tiens à mentionner que bien que ça requiert du temps de faire ces évaluations-là, c'est très rentable parce que ça coûte beaucoup plus cher de devoir modifier un projet en cours de route ou carrément de le refaire ou de l'abandonner parce qu'il n'était pas conforme aux lois concernant la protection des renseignements personnels ou qui portait autrement atteinte à la vie privée. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine et j'ai été témoin de plusieurs projets qui ont dû être carrément abandonnés ou réorientés à grands frais parce qu'on n'avait pas bien évalué les enjeux de PRP aux premières phases du projet. Et je tiens à mentionner aussi que ces évaluations-là, ça existe ailleurs, cette obligation-là existe ailleurs depuis de nombreuses années et ça a bien été intégré. Ici, c'est un choc parce que c'est nouveau, puis c'est quand même, c'est pas complexe, c'est juste, il faut prendre le temps de le faire. Mais c'est plus rentable que pas le faire puis être obligé d'abandonner son projet. Prochaine diapo. Alors, en plus des 6 blocs de nouvelles mesures que je viens de vous présenter, il n'y en avait pas assez. Il y en a d'autres, mais elles sont, à part la deuxième, elles sont moins susceptibles peut-être de s'appliquer à tout le monde. Fait que je vais passer plus rapidement, puis je vais y aller en vrac. La première, c'est sachez que si vous voulez avoir recours à la biométrie, il y a des exigences spécifiques. J'entre pas dans les détails, on le verra la diapo suivante, là, mais notre site Internet a des outils très détaillés sur la biométrie, donc je vous réfère à notre site. Ensuite, celle qui concerne vraiment tout le monde, c'est à compter de septembre prochain, vous ne pourrez plus conserver un renseignement personnel quand les fins pour lesquelles vous l'avez recueilli ou que vous l'utilisez sont terminées, sont accomplies. Alors, à moins qu'il y ait un délai de conservation qui soit prévu dans une loi, comme la loi sur les impôts nous oblige à conserver pendant un certain temps certains renseignements personnels sur les employés, par exemple. Alors, vous avez l'obligation de faire le tri dans les renseignements que vous détenez, puis vous demandez si vous aurez le droit de les conserver au-delà du 22 septembre 2023. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'obligation de destruction. Donc, pour certaines entreprises, il y a comme un grand ménage qui s'impose. Enfin, il y a des nouvelles obligations pour certaines communications de renseignements comme le hors Québec
ou si vous communiquez des renseignements à un tiers dans le cadre d'un mandat ou d'un contrat de service que vous lui confiez. Les informations sont détaillées sur notre site, donc je passe rapidement aujourd'hui pour me concentrer sur nos attentes à la Commission. Alors, juste vous mentionner en terminant que la loi prévoit aussi certains assouplissements pour les entreprises, donc des bonnes nouvelles aussi. Entre autres, il y a certaines communications ou utilisations de renseignements qui peuvent être faites sans le consentement des personnes concernées. Prochaine diapo. Je vous l'ai mentionné, biométrie, je vous réfère à notre site Internet. Communication de renseignements, vous pouvez voir aussi quelles sont les exigences. Pour la destruction, juste vous mentionner que quand vous détruisez des renseignements personnels, vous devez aussi vous assurer que c'est fait de manière sécuritaire et définitive. Hein? On ne met pas ça dans un bac de recyclage à la rue. Donc, je vous ai mis le lien vers la fiche info de la CAI qui prévoit des conseils pour vous aider à vous conformer à cette obligation. Prochaine diapo. Alors, quelques mots seulement et très rapidement, parce que vous aurez des obligations à respecter pour permettre aux clients, aux employés de respecter des nouveaux droits qui leur sont conférés par la loi 25. En fait, les deux premiers risquent peu peut-être de concerner vos entreprises. La première, c'est il y a un nouveau droit pour les personnes. S'il y a une décision qui est prise à son sujet, entièrement automatisée par votre entreprise, donc utilisation de l'intelligence artificielle. J'insiste pas. En gros, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un humain qui prenne la décision finale, donc elle puisse être révisée par un humain. Le droit à l'oubli, c'est pas dit comme ça dans la loi, c'est qu'il y a un nouveau droit pour les personnes de demander à une entreprise de cesser la diffusion de renseignements à son sujet ou de désindexer un hyperlien qui conduit à des renseignements, à la diffusion de renseignements à son sujet. Puis ça, c'est essentiellement les moteurs de recherche comme Google, Bing, etc. Donc, si vous n'avez pas d'outils de recherche ou vous ne diffusez pas de renseignements personnels sur votre site, peu de chances que cette disposition-là, vous ayez affaire avec. Portabilité. Ça, c'est la seule obligation qui entre en vigueur en septembre de l'année prochaine, 2024. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça encore, ce n'est pas ce mot qu'on utilise dans la loi. On dit en fait que si une personne demande accès à ces renseignements, les renseignements que vous détenez à son sujet, vous aurez dorénavant l'obligation de lui communiquer dans un format technologique structuré et couramment utilisé les renseignements informatisés que vous avez recueillis auprès d'elle, à moins que ça soulève des difficultés pratiques sérieuses. Concrètement, ce qu'on voulait, on voulait stimuler la concurrence et faciliter le transfert des renseignements si un client veut changer de fournisseur. Donc, on veut qu'il puisse partir avec ses renseignements puis aller voir une autre entreprise. Passons maintenant aux nouveaux pouvoirs, parce que parallèlement à tout ça, il y a des nouveaux... prochaine diapo, s'il vous plaît. Et il y a des nouveautés pour la Commission. Alors, comme je le mentionnais, on vient préciser et bonifier nos pouvoirs et nos responsabilités. Prochaine diapo. D'abord, la loi 25 vient bonifier nos pouvoirs d'enquête et d'inspection et on nous permet dorénavant d'émettre des lignes directrices pour clarifier certains aspects de la loi, nos attentes par rapport à certaines obligations. Vous le savez, la Commission va pouvoir aussi appliquer un régime de sanctions renforcé. Tout le monde en a entendu parler. Vous voyez à l'écran les sanctions qui peuvent être imposées et peuvent se chiffrer en millions de dollars. Or, je tiens à souligner que notre principal objectif à la Commission, c'est toujours de s'assurer de la conformité des pratiques des organisations. Alors, c'est une réforme très importante et costaude, je l'ai dit d'emblée au début. Et ce qu'on souhaite d'abord, c'est favoriser la conformité par la prévention, la sensibilisation à vos nouvelles obligations, la promotion des bonnes pratiques. Il se peut qu'on fasse des inspections préventives, mais au bout desquelles, ça va être des recommandations de modifications ou de bonnes pratiques qu'on va vous faire.
Même si jamais vous êtes l'objet d'une plainte à la commission au sujet de votre entreprise, sachez qu'on va d'abord vous contacter et vous aurez plusieurs opportunités de modifier les choses pour vous conformer à la loi si jamais la plainte est fondée. Il y a une grande majorité de dossiers se règlent à cette étape préliminaire et on ne va même pas en enquête. Donc, ce n'est pas parce qu'on nous a donné de nouveaux pouvoirs importants qu'on va l'utiliser dans toutes les situations. Là. Par contre, donc le message que je veux passer, c'est que si une entreprise souhaite se conformer à la loi, elle planifie ses travaux de mise en conformité, puis elle les met en place de bonne foi, ou si elle modifie ses pratiques à la suite d'une de nos interventions, c'est sûr que vous n'avez pas à vous inquiéter outre mesure, vous n'aurez pas une sanction administrative de millions de dollars. Mais dans les cas où une organisation ne veut pas se conformer ou fait preuve de négligence ou d'insouciance, là, la commission dispose de pouvoirs dissuasifs importants qui sont nécessaires. Dans le secteur privé, il ne faut pas que ce soit plus payant de ne pas respecter la loi. C'est pour ça qu'on a mis des sanctions importantes. J'attire votre attention à droite en bas, je vous ai mis le lien. On a adopté tout récemment notre cadre général d'application pour les sanctions administratives pécuniaires. Il est disponible puis il contient des précisions sur les objectifs visés, les critères d'application de ces sanctions-là. Et vous allez voir aussi les catégories. On a fait 4 catégories de situations de non-conformité avec des montants, des fourchettes un petit peu, si vous voulez, qui peuvent y être associés. Et je termine avec les outils qu'on a. On met à la disposition plusieurs outils pour vous aider à planifier vos travaux de mise en conformité. J'en ai mentionné plusieurs. Vous avez compris que le principal, c'est notre site Internet. Je vous invite donc à le consulter. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous avez le petit logo Espace évolutif. Vous voyez que c'est essentiellement, il y a des informations sur la loi 25. Consultez aussi l'onglet Entreprises privées. Et on a un aide-mémoire pour les entreprises sur les nouvelles obligations et des pistes d'action qui peuvent être consultées. On a comme projet de rendre disponible éventuellement une trousse pour assister surtout les PME et les OBNL dans leur démarche de conformité. Je ne peux pas vous donner de date de diffusion, mais on veut qu'elle soit rendue disponible par thème, donc le plus rapidement possible. Alors voilà, surveillez notre site Internet aussi. On va avoir un tout nouveau site à compter de septembre, mais la même information s'y trouvera. Je vous remercie de votre attention. Je suis disponible pour des questions. Un grand merci, Madame Poitras. C'était une excellente présentation. Je crois que beaucoup d'entrepreneurs sont très satisfaits des réponses que vous avez pourvues. Par contre, on en a beaucoup et je sais qu'on va dépasser quand même assez longtemps la période qu'on avait prévue, mais je vous prie de rester le plus longtemps que vous pouvez. Sinon, vous aurez certainement une copie de la diffusion de la présentation par la suite par courriel. Et dans le lien du chat, dans la boîte du chat, vous allez voir aussi le lien au diapo. Alors, j'aimerais passer aux questions qu'on a reçues avant la présentation. Madame Poitras, des questions qui nous viennent d'un peu partout. Donc, premièrement, avez-vous un canevas simple et concis pour faire le processus de manière efficace et conforme pour une PME? Oui, je viens justement de parler de notre fameux aide-mémoire qui est sur le site. Là, je pense que c'est vraiment un bon début. Et la trousse qui est en développement dont j'ai parlé, je pense ça, mais je vous dirais, commencez par votre inventaire. Je vais le répéter, puis je l'ai dit, j'insiste encore, c'est vraiment votre outil de base. Oui, vous avez dit que c'était vraiment la base à la conformité. Et encore une fois, ce guide mémoire-là fait partie des diapos, donc vous aurez accès à cela. Une deuxième question, combien de temps pouvons-nous conserver les dossiers des anciens employés? Oui, puis la question se pose pour l'ensemble des clients aussi. Je vous dirais que ça dépend des informations. Pour les employés, ça dépend des informations. Alors, on a vu, c'est tant que les renseignements sont utilisés, une fois que vous avez terminé la fin pour laquelle vous avez recueilli les renseignements, vous devez les détruire sous réserve de délais de conservation prévus dans des lois. Puis pour les employés, il y en a beaucoup. Il y a la loi sur l'impôt, il y a la loi sur les accidents de travail, maladies professionnelles, et il y a d'autres lois. Donc, je vous dirais que je ne pense pas que vous pouvez prendre le dossier d'employé dans son ensemble. Il faut adapter la conservation des catégories de renseignements en conséquence de ce qui est exigé par les lois. Parce que vous ne pouvez pas dire, mettons, OK, le plus long délai, c'est 30 ou 40 ans s'il y a eu un accident de travail, donc je vais tout garder mes dossiers d'employés 40 ans.
Malheureusement, non. Il faut conserver, faut discriminer entre ce qui a le droit d'être conservé ou non. Sinon, c'est dès que vous en avez plus besoin, vous devez le détruire. Puis c'est la même chose pour les clients. Les dossiers clients, il y a peut-être moins d'obligations légales de les conserver. Donc, le principe, ça dépend de l'utilité des renseignements pour votre entreprise. OK. Donc, ça dépend des renseignements. Mais en général, pour ce qui est considéré des renseignements personnels de base, comme vous avez montré, ça, c'est combien de temps? C'est vraiment, tu sais, ça peut dépendre de qu'est-ce que vous faites comme entreprise. Mais moi, je dirais, si on prend les clients, par exemple, posez-vous la question, si la personne n'est plus client, est-ce que vous servez encore du renseignement ou est-ce que vous allez vous en servir? Puis si la réponse est non, gardez-le pas. On a vu les risques de conserver des renseignements personnels en cas d'incident de confidentialité, là. Parfait. Une autre question. La personne est de juridiction fédérale avec un bureau qui est à Québec. Est-ce qu'elle est assujettie à la loi 25? Bien, premièrement, c'est sûr qu'il faut se demander qu'est-ce que c'est juridiction fédérale, là. À part si c'est un organisme public fédéral, ce que je pense qu'il n'est pas, là. Je pense qu'on veut dire que c'est soit une entreprise de télécom ou une banque ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, sachez, et c'est vrai pour toute autre question, pour savoir la loi, ça s'applique-tu à moi, là? Si vous recueillez, vous utilisez, vous conservez ou vous communiquez des renseignements personnels dans le cadre de votre entreprise au Québec, la loi s'applique à ces activités. Sauf peut-être dans le cas pour les juridictions fédérales, vos dossiers d'employés, il y a des décisions qui vont dire, OK, pour les dossiers d'employés, c'est plutôt la loi fédérale qui va s'appliquer. Mais sachez que même si vous êtes de juridiction fédérale, transport ou des choses comme ça, la loi québécoise est susceptible de s'appliquer pour vos dossiers clients. Super, merci. Alors, quels sont les ajouts obligatoires qui doivent être faits sur le site Web pour se conformer à la loi? Je les ai mentionnés au cours de la présentation. Rappel rapide, titre et coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels, politique et pratique de gouvernance approuvée par le responsable. Puis pour le reste, ça dépend de votre situation. Alors, si vous recueillez des renseignements par le biais d'un moyen technologique, là, par des cookies sur votre site, bien là, vous devez adopter une politique de confidentialité. Si vous n'en recueillez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir ce troisième élément, mais en gros, ce sont des éléments à ajouter à votre site Internet. Parfait. Donc, juste pour spécifier aussi, parce que même dans la boîte de Q&A, il y a quelqu'un qui a demandé si, par exemple, ils ont un site web, que c'est juste de l'information quand même assez de base ou des photos de la compagnie qu'ils ont sur le site web. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir l'information du responsable sur ce genre de site web-là? Oui. C'est exact. Alors, oui. Donc, autant qu'on recueille de l'information, comme vous avez dit, si on utilise l'information qui est personnelle, il faut quand même montrer qui est désigné pour protéger ces informations. Toutes les entreprises doivent avoir un responsable de la protection des renseignements personnels. Si on n'en a pas désigné un, c'est la personne qui a la plus haute autorité. Et toutes les entreprises doivent mettre ça sur leur site Internet, sauf si elles n'en ont pas. J'ai donné d'autres possibilités de diffusion, comme l'afficher à l'accueil, page Facebook, LinkedIn, etc. Merci. Une autre question. Est-ce possible d'obtenir de l'information sur le consentement dans le domaine médical? En fait, je vous référerais aux lignes directrices. Les critères sont les mêmes. Je vous référais à nos lignes directrices, bien que je ne sais pas si la personne, c'est parce qu'elle a vu que notre projet de ligne directrice, on dit qu'il ne s'applique pas dans le domaine de la santé pour l'instant, parce qu'il y a une loi spécifique qui vient d'être adoptée, la loi 5. En fait, on a fait ça comme ça parce que il y a plusieurs règlements que le ministre de la Santé ou le gouvernement doit adopter en vertu de cette fameuse loi 5 et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les lignes directrices. Alors, on voulait attendre de voir, et la loi 5 n'est pas encore en vigueur. Mais pour l'instant, je vous dirais, suivez les règles actuelles et suivez ce qui est dans nos lignes directrices. Vous ne pourrez pas vraiment vous tromper. Parfait. Est-ce qu'un photographe peut prendre des photos dans les événements de la compagnie et les placer sur Facebook, par exemple, si les clients sont prévenus d'avance? Bonne question. En fait, une photographie d'une personne, comme aussi les images captées par une caméra vidéo, ce sont des renseignements personnels. Donc, vous pouvez, pour pouvoir les diffuser, vous avez besoin du
consentement des personnes concernées. Il n'y a pas d'exception pour une image captée lors d'un événement public. Par contre, le consentement, il doit respecter les critères de validité, mais est-ce que vous avez besoin du consentement de toutes les personnes? Il y a peut-être des moyens d'obtenir un consentement implicite dans une situation comme celle-là pour ne pas demander le consentement de toutes les personnes qui vont rentrer dans l'événement. Je vous invite à voir encore nos lignes directrices. Puis, un exemple de ce qui pourrait être fait, c'est pas aviser les personnes mais vous pouvez leur dire, si vous ne souhaitez pas faire partie des images que nous diffuserons sur notre site Internet, par exemple, ils peuvent porter un collant rouge. Donc, avant de diffuser l'image, vous pouvez voir s'il y a quelqu'un avec un collant rouge, que vous ne pourrez pas diffuser parce qu'elle a refusé. Donc, il y a peut-être des moyens simples d'obtenir un consentement par un opting out qu'on appelle, si vous voulez, puis ce serait tout à fait légal. Okay. Merci, Mme Poitras. Alors, une autre question très intéressante, puis je vais regrouper un peu d'autres questions similaires. Si, par exemple, on fait affaire avec des tierces parties, donc des compagnies, par exemple, pour le traitement de la paie des employés ou les assurances médicales payées par l'employeur, ces compagnies-là qui recueillent des informations personnelles, est-ce que l'employeur, lui, doit soit s'occuper d'aviser les employés des informations qui sont prises, qui sont conservées sur ces sites ou ces applications à part? Vous voulez dire l'entreprise qui a donné le contrat? Oui, Oui. c'est ça. En fait, l'entreprise qui donne le contrat à un tiers de faire quelque chose pour elle, comme gérer la paye, par exemple, elle demeure responsable des renseignements qu'elle détient. Et si c'est le tiers qui recueille des renseignements, il faut trouver le moyen, il faut quand même, elle doit s'assurer que l'information va être donnée. Elle peut dire à la compagnie tierce, je veux que tu informes quand tu vas recueillir ces informations-là par le biais du formulaire, voici le paragraphe que je veux que tu mettes pour avoir toutes les informations qu'il faut donner ou obtenir les consentements nécessaires. Mais l'entreprise qui donne le contrat, qui confie le contrat ou le mandat au tiers, demeure quand même responsable de s'assurer de la conformité de ce que fait le tiers. Le tiers a aussi ses propres responsabilités. Alors, excusez-moi, puisque lui va détenir ou recueillir des renseignements, il va quand même avoir certaines responsabilités. Excusez-moi. Certainement. Juste pour justement mettre en face un peu, pour s'assurer que tout le monde comprend bien quand même. Donc, cette compagnie-là qui prend l'information, les renseignements personnels des employés de notre membre, par exemple, de l'entrepreneur, est-ce que l'entrepreneur serait tenu responsable si toutefois il y aurait un incident? Tandis que l'employeur lui-même n'a pas gardé l'information, c'est vraiment la compagnie de traitement de la paie, par exemple. Comme j'ai dit, vous demeurez responsable. Votre responsabilité. Puis ici, au niveau de la loi sur la protection des renseignements personnels, je ne suis pas en train de parler de responsabilité légale. Vous êtes responsable de prévenir les incidents. Donc, vous êtes responsable de faire affaire avec une entreprise, puis dans votre contrat avec l'entreprise, d'avoir mis des exigences pour prévenir et s'assurer de la sécurité des renseignements qui vont être conservés par ce tiers-là. Mais si l'incident survient, nous, ce qu'on dit dans ces situations-là, c'est que les deux devraient nous aviser. Prenez pas la chance, là, comme ça, si jamais il y a un incident avec un risque de préjudice sérieux, les deux entreprises, nous, on va faire le lien. Là. Donc, on peut faire ou vous entendre sur qui va faire la déclaration, il n'y a pas de problème. Mais notre intervention, si on a à intervenir à la suite d'un incident, on va s'assurer que vous, comme responsable d'avoir confié ce contrat-là, est-ce que vous avez mis ce qu'il fallait dans le contrat? Est-ce que vous avez été contrôlé? Est-ce que vous avez fait un certain contrôle? Avez-vous été vérifié si c'est vrai qu'ils mettaient tout en œuvre pour protéger les renseignements dont vous êtes responsable? Puis par rapport au tiers, on va dire, ben, toi qui offres ce service de conservation ou autre, ben, est-ce que tu mets en place ce qu'il faut pour protéger les renseignements? Donc, nous, notre intervention va se faire au niveau des deux. Très bien. Merci. Une question ici. Est-ce qu'une entreprise est considérée avoir des renseignements personnels si, par exemple, ils ont l'information de banque d'un fournisseur? Je ne suis pas sûre de comprendre la question.
Donc, je pense qu'ils essaient de comprendre c'est quoi vraiment un renseignement personnel lorsque ça a trait à l'information d'un fournisseur. Donc, s'ils ont leur information bancaire. En fait, un renseignement personnel, ça concerne une personne physique, pas une entreprise. Donc, si vous avez des renseignements juste sur des entreprises, même si ça inclut des informations bancaires des entreprises, ce ne sont pas des renseignements personnels. Si vous avez des informations d'une liste de clients de vos fournisseurs, c'était ça que je n'étais pas sûre de comprendre, là, mais à retenir, c'est un individu, une personne physique, et non des renseignements sur d'autres entreprises. Merci. Je vais peut-être en prendre une dernière. Quand vous dites que quelque chose est nécessaire, est-ce que le mot fait référence aux opérations de l'entreprise? Est-ce que c'est nécessaire au bon fonctionnement opérationnel de l'entreprise? En fait, on dit la nécessité, là, on dit par rapport à un objet, on dit une fin. Pour quelle fin vous le recueillez? Qu'est-ce que ça veut dire? Objectif. Pourquoi vous recueillez le renseignement? Pour faire telle chose dans mon entreprise. Et effectivement, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de votre entreprise, je pense qu'on peut parler d'une fin légitime qui serait acceptable en vertu de la loi sur l'accès. Merci beaucoup. Excellent, bien, merci. Merci beaucoup. On a dépassé un peu le temps, là. Il y avait beaucoup de questions, donc j'espère que ça vous a permis d'éclairer un peu vos lanternes là, par rapport à la loi 25. Donc, peut-être en terminant rapidement, juste la prochaine diapositive là, pour les prochains webinaires que nous allons présenter. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, le prélancement de la campagne Je choisis PME le 24 août, vous pouvez vous inscrire. Sinon, le webinaire sur la gestion du personnel, partie 2, donc formation, rétention et culture d'entreprise, le 5 octobre 2023. Et ensuite, gestion de personnel, la partie 3, situation difficile, mesures disciplinaires et cessation d'emploi, qui va se tenir le 14 novembre. Donc, encore, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Poitras, d'avoir été avec nous. Je pense que ça a été fort utile et à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.